La star. Le quotidien est impitoyable, et nous en échappons constamment pour trouver refuge dans le rêve. La star exploite cette faiblesse. Campée, éblouissante sous les feux de la rampe, elle attire tous les regards tout en demeurant inaccessible et éthérée pour laisser notre imagination ajouter encore à ses attraits. Créature de rêve, elle agit sur nous de façon subliminale. Nous ne nous apercevons même pas à quel point nous essayons de l'imiter. Apprenez à projeter la scintillante et insaisissable image de la star, et vous deviendrez un objet de fascination. La star fétiche. En 1922 parut à Berlin l'annonce d'un casting. Le rôle à pourvoir était celui d'une jeune et voluptueuse héroïne dans un film intitulé « La tragédie de l'amour ». Ce fut la ruée. La plupart des candidates auraient fait n'importe quoi pour être remarquées, y compris se montrer nues. Une jeune femme simplement vêtue faisait la queue comme les autres, mais sans gesticulations inutiles. Pourtant, elle ne passait pas inaperçue. Elle avait avec elle un petit chien auquel elle avait mis un élégant collier de femme. Tout de suite, le responsable du casting la repéra. Elle tenait calmement son chien dans ses bras et ne parlait à personne. Quand elle allumait une cigarette, ses gestes étaient lents et lascifs. Elle avait des jambes et un visage sublime, une grâce de liane et une certaine froideur dans le regard. Lorsque son tour arriva, le directeur avait déjà fait son choix. Elle s'appelait Marlène Dietrich. En 1929, le metteur en scène américain d'origine autrichienne Josef von Sternberg arriva à Berlin pour tourner L'Ange bleu. Marlène Dietrich, à 27 ans, était déjà célèbre dans les milieux du théâtre et du cinéma berlinois. L'Ange bleu devait mettre en scène une femme fatale, Lola Lola, qui menait les hommes à leur perte avec un plaisir sadique. Toutes les actrices de Berlin convoitaient ce rôle, à l'exception de Marlène Dietrich qui le jugeait, disait-elle, dégradant. Sternberg n'aurait qu'à choisir parmi les autres candidates. Peu après son arrivée à Berlin, le réalisateur alla assister à une comédie musicale où jouait un acteur qui aurait pu faire l'affaire pour un des rôles masculins de l'Ange bleu. La vedette du spectacle était Marlène Dietrich. Dès qu'elle apparut sur scène, Sternberg ne put la quitter du regard. Elle le regardait insolemment droit dans les yeux, comme un homme. Et puis, il y avait ses jambes incroyables et cette posture provocante, nonchalamment appuyée au mur. Sternberg oublia qu'il était venu là pour voir un acteur. Il avait trouvé sa Lola Lola. Il finit par convaincre Marlène Dietrich d'accepter le rôle et commença immédiatement le tournage, tâchant de faire entrer l'actrice dans le personnage de Lola Lola. Il lui fit changer de coiffure, lui traça sur l'arête du nez une ligne argentée pour le mincir et lui enseigna à regarder la caméra avec l'insolence qu'il lui avait vue sur scène. Quand le tournage commença, il utilisa un éclairage créé spécialement pour elle. La lumière la suivait en permanence, parfois voilée de gaz et de fumée. Obsédé par sa création, Sternberg la suivait partout. Personne d'autre que lui ne pouvait l'approcher. L'Ange bleu connut un immense succès en Allemagne. Le public était fasciné par Marlène Dietrich, par son magnétisme, par son regard brutal et froid quand elle se campait, jambes écartées sur un tabouret, laissant voir ses dessous. Sternberg n'était pas le seul à en être obsédé. Un certain comte Sacha Kolovrat, affligé d'un cancer en phase terminale, formula sa dernière volonté, voir les jambes de Marlène et mourir. Elle accepta, se rendit à l'hôpital et leva sa jupe. Le comte soupira et chuchota « Merci. Maintenant je puis mourir heureux. » Les studios Paramount ne tardèrent pas à faire venir Marlène Dietrich à Hollywood, et bientôt il ne fut plus question que d'elle. Dans les soirées, tous les regards se braquaient sur elle dès qu'elle faisait son entrée. Les plus séduisants playboys d'Hollywood à son bras, vêtus de tenues à la fois magnifiques et originales, pyjama lamé or, uniforme de marin et calot assorti. Dès le jour suivant, toutes les femmes de Los Angeles l'imitaient. Des photos paraissaient dans la presse.
une nouvelle mode était lancée. Néanmoins, l'objet véritable de cette fascination était indéniablement son visage. Ce qui avait fasciné Sternberg, c'était l'impassibilité de Marlène. Un simple jeu de lumière pouvait faire exprimer à ce masque tout ce qu'il voulait. L'actrice cessa finalement de travailler avec lui, mais elle n'oublia jamais ce qu'il lui avait enseigné. Un soir de 1951, Fritz Lang, qui venait de l'engager pour tourner L'Ange des Maudits, passait en voiture devant son bureau lorsqu'il aperçut à une fenêtre l'éclair d'un flash. Craignant un cambriolage, il s'arrêta, monta sans bruit les escaliers et observa par une fente de la porte. C'était Marlène qui se photographiait dans un miroir, étudiant son visage sous tous ses angles. Marlène Dietrich savait se distancier d'elle-même. Elle était capable d'observer son visage, ses jambes, son corps, comme s'ils avaient appartenu à quelqu'un d'autre, ce qui lui donnait la capacité de travailler son aspect physique et de produire l'effet qu'elle désirait. Elle posait dans les postures les plus excitantes, son absence totale d'expression laissant toute latitude au spectateur, au gré de son imagination, de l'associer à des notions de sadisme, de volupté, de femme fatale. Ainsi, chaque homme qui la rencontrait ou la voyait à l'écran projetait sur elle toutes sortes de fantasmes. Sans compter les femmes. Elle exprimait, selon les mots d'un écrivain, un érotisme asexué. Mais cette distance n'allait pas sans froideur, au cinéma et dans la vie. Elle était une sorte de bel objet susceptible d'être transformé en fétiche et admiré à la façon d'une œuvre d'art. Un fétiche est un objet qui déclenche une réaction affective, lui insufflant une sorte de vie. Comme c'est un objet, on peut imaginer tout ce que l'on veut à son propos. La plupart des gens sont trop complexes, émotifs et réactifs pour se prêter à cette transmutation. Le pouvoir de la star fétiche découle de sa capacité à se faire objet, et pas n'importe lequel. Un objet capable de stimuler toutes sortes de fantasmes. La star fétiche est parfaite, telle une statue de divinité grecque. Elle produit un effet saisissant qui déclenche la séduction. La condition essentielle de cet effet est la capacité à se distancier de soi-même. Si l'on se voit comme un objet, les autres en feront autant. Une allure éthérée de créature de rêve renforcera cet effet. Vous êtes un écran vierge. Traversez la vie sans la laisser vous atteindre. Les gens voudront vous posséder, vous consommer. De toutes les parties du corps aptes à déclencher un culte fétichiste, le visage vient en premier. Apprenez à accorder votre visage comme un instrument de musique, à lui prêter un flou qui fascine. Et parce que vous allez devoir vous distinguer des autres étoiles de ce ciel, vous devrez vous donner un style unique. Marlène Dietrich était d'un chic éblouissant et d'une étrangeté ensorcelante. N'oubliez pas que notre image et notre présence sont des éléments matériels malléables à loisir. Les autres sentiront que vous vous livrez à ce petit jeu et vous deviendrez un objet de révérence et d'imitation. Elle avait un tel aplomb naturel, une telle économie de gestes qu'elle devenait aussi fascinante qu'un Modigliani. Elle possédait la qualité fondamentale de la star, elle pouvait être magnifique sans rien faire. L'actrice berlinoise Lili Darvas à propos de Marlène Dietrich. La star mythique. Le 2 juillet 1960, quelques semaines avant la Convention nationale démocrate de l'année, le président sortant Harry Truman déclara publiquement John F. Kennedy trop jeune et inexpérimenté pour devenir président. Kennedy avait pourtant réuni sur son nom un nombre suffisant de délégués pour être élu. La réaction de Kennedy ne se fit pas attendre. Il convoqua une conférence de presse télévisée qui serait diffusée en direct dans tout le pays le 4 juillet. Cet événement allait être d'autant plus spectaculaire que Kennedy revenait de vacances spécialement pour l'occasion, et que nul ne l'avait encore ni vu ni entendu jusque-là. À l'heure dite, Kennedy pénétra à grands pas dans la salle de conférence avec l'autorité d'un shérif.
Il commença par déclarer qu'il s'était présenté aux élections primaires de tous les États, au prix de beaucoup d'efforts et d'argent, et qu'il y avait clairement battu ses concurrents dans les règles. Truman voulait-il fouler aux pieds ce processus démocratique? « Nous sommes un pays jeune », poursuivit Kennedy en haussant le ton, « fondé par des hommes jeunes, et nous sommes toujours jeunes de cœur. Le monde change, les vieilles habitudes ne suffisent plus. Le moment est venu pour une nouvelle génération de dirigeants, aptes à affronter les problèmes nouveaux et à saisir les opportunités nouvelles. » Même les ennemis de Kennedy reconnurent que son allocution fut un grand moment. Il retournait contre Truman le défi que celui-ci lui avait lancé. Le problème n'était pas son inexpérience à lui, mais le monopole qu'avait sur le pouvoir une génération dépassée. Son style était aussi éloquent que ses mots. Il avait des accents des héros de cinéma de l'époque. Alan Ladd affrontant dans Shane des grands propriétaires âgés ou corrompus, ou James Dean dans La Fureur de vivre. D'ailleurs, par son allure calme et détachée, Kennedy n'était pas sans rappeler physiquement James Dean. Désormais retenu comme candidat à la présidence par le Parti démocrate, Kennedy affronta quelques mois plus tard son adversaire républicain Richard Nixon. C'était le tout premier débat télévisé entre candidats à la présidence. Nixon était malin. Il connaissait ses dossiers et ripostait avec aplomb, citant les statistiques de tout ce qu'avait réalisé le gouvernement Eisenhower, dont il avait été le vice-président. Mais sous le feu cruel des projecteurs de la télévision en noir et blanc, il avait l'air d'un spectre. Les joues mal rasées, enduites de fond de teint, le front strié de filets de sueur, le corps raide et comme recru de fatigue, il clignait des yeux, le regard fuyant. De quoi avait-il tant peur? Le contraste avec Kennedy était saisissant. Nixon fixait son adversaire, Kennedy, lui, se tournait vers la caméra, regardait les yeux dans les yeux les spectateurs qui l'écoutaient dans leur salon, s'adressant à eux comme nul homme politique ne l'avait fait avant lui. Nixon égrenait des chiffres, chipotait sur des détails. Kennedy parlait de liberté, de la construction d'une société nouvelle, de l'esprit pionnier des premiers Américains sur un ton sincère et énergique. Ces mots n'étaient guère précis, mais laissaient ses auditeurs imaginer un avenir glorieux. Dès le lendemain du débat, les sondages en faveur de Kennedy montèrent miraculeusement en flèche. Il était partout accueilli par des volées de jeunes filles qui trépignaient en criant à tue-tête. Sa femme, la belle Jackie, à son bras, il était devenu une sorte de prince démocratique. Chacune de ses apparitions à la télévision était un événement. Il fut élu président à une large majorité. Son discours inaugural, télévisé lui aussi, fut un grand moment. C'était l'hiver, par un froid glacial. À l'arrière-plan, Eisenhower était pelotonné dans son manteau et son écharpe, l'air vieux et défait, tandis que Kennedy, debout, tête nue et sans par-dessus, s'adressait à ses concitoyens. « Je ne crois pas qu'aucun de nous accepterait de changer de pays ou de génération. L'énergie, le courage, la foi et la persévérance que nous mettrons à accomplir notre mission illumineront notre pays et tous ceux qui l'habitent, et le rayonnement de cette flamme va peut-être même illuminer le monde. » Au fil des mois, Kennedy donna d'innombrables conférences de presse télévisées, une première à la Maison-Blanche. Sans crainte des bataillons d'objectifs et de micros braqués sur lui, il parlait avec une aisance détendue et une pointe d'ironie. Qu'y avait-il derrière ces yeux un peu lourds, derrière ce sourire? Tout le monde voulait en savoir davantage. Les revues ne faisaient qu'aiguillonner la curiosité de leurs lecteurs en publiant des photos de Kennedy avec sa femme et ses enfants, de Kennedy jouant au foot sur la pelouse de la Maison-Blanche. Ces interviews brossaient le portrait d'un bon père de famille, mais en même temps d'un homme qui tutoyait les stars. Toutes ces images se mélangeaient. La course à l'espace, les volontaires du Congrès, l'affrontement avec les Soviétiques pendant la crise des missiles à Cuba. Après l'assassinat de JFK, Jackie révéla dans une interview qu'avant de se coucher, son mari aimait écouter des extraits de comédies musicales de Broadway.
et que sa préférée était Camelot, notamment le passage « Que nul n'oublie qu'il a existé, pendant un bref moment de gloire, un lieu nommé Camelot ». Il y aurait d'autres grands présidents, affirma Jackie, mais jamais de second Camelot. Le nom de ce château mythique, siège de la cour du légendaire roi Arthur, fut désormais associé à celui de Kennedy, donnant à sa brève présidence, 1000 jours, l'envergure d'un mythe. La façon dont Kennedy séduisit l'Amérique était consciente et délibérée. Elle devait plus à Hollywood qu'à Washington, ce qui n'était pas surprenant car le père de Kennedy, Joseph, était un ancien producteur de cinéma. Kennedy lui-même avait vécu à Hollywood, frayé avec les acteurs, et réfléchi sur ce qui en transformait certains en stars. Il admirait particulièrement Gary Cooper, Montgomery Clift et Cary Grant, à qui il téléphonait souvent pour lui demander conseil. Hollywood était parvenu à unifier le pays autour de certains thèmes et mythes, surtout celui du Far West américain. Les vedettes incarnaient des types. John Wayne, le patriarche. Montgomery Clift, le rebelle prométhéen. Jimmy Stewart, le noble héros. Marilyn Monroe, la sirène. Ce n'étaient plus des mortels, mais des divinités qui faisaient rêver, inspiraient des fantasmes. Tous les gestes de Kennedy étaient conformes aux conventions d'Hollywood. Il ne polémiquait pas avec ses adversaires, il leur lançait de dramatiques défis. Il savait poser pour de spectaculaires portraits, que ce soit avec sa femme, avec ses enfants ou seul sur scène. Il imitait les expressions et l'allure de James Dean et de Gary Cooper. Il ne discutait pas les détails, mais axait son éloquence sur les grands thèmes qui fédèrent une nation divisée. Et tout cela était calibré pour la télévision, car Kennedy était avant tout une image médiatique. Cette image hantait les rêves des Américains. Bien avant son assassinat, Kennedy canalisa les fantasmes de l'innocence perdue de l'Amérique en appelant à la renaissance de l'esprit pionnier, une nouvelle frontière. De tous les profils de séducteurs, la star mythique est peut-être le plus puissant. Toutes sortes de catégories consciemment définies nous divisent. Race, sexe, classe, religion, tendance politique. Il est donc impossible d'acquérir un pouvoir à grande échelle ou de gagner une élection en se fondant sur les choix conscients. Pour un groupe qui se rallie, un autre s'oppose. Inconsciemment cependant, nous avons beaucoup de choses en commun. Nous sommes tous mortels. Nous connaissons tous la peur. Nous portons tous l'empreinte de nos parents ou de ceux qui en ont tenu lieu. Et rien n'égale un mythe pour évoquer ce fond commun. Les mythes, nés de notre sentiment d'impuissance et de notre soif d'immortalité, sont profondément gravés en nous tous. Les stars mythiques sont des incarnations de ces mythes. Pour vous approprier leur pouvoir, il vous faudra d'abord étudier l'allure physique que ces personnages se donnent, leur look particulier, à la fois froid et saisissant. Puis vous devrez choisir votre type mythique, le rebelle, le patriarche, l'aventurier. Vous pouvez éventuellement adopter le look de la star qui l'a le mieux incarné, mais la ressemblance devra rester lointaine. Le rapprochement ne doit pas être évident. Vos paroles et vos actes devront prêter à interprétation au-delà de leur apparence immédiate. Ayez l'air de dédaigner la trivialité des détails du quotidien. Préférez les grandes questions. La vie, la mort, l'amour, la haine, l'autorité, le chaos. Faites de votre adversaire non pas un simple concurrent ou un opposant, mais un démon, un méchant. Les gens ne peuvent pas s'empêcher d'être sensibles aux mythes. Posez-vous en héros d'un drame grandiose. Et gardez vos distances. Que le peuple puisse s'identifier à vous, vous contempler, rêver, mais sans vous approcher. La vie de John tenait davantage du mythe, de la légende, de la magie, de la saga et du récit d'aventure que de la théorie et de la science politique. Jackie Kennedy, une semaine après la mort de son mari. Les clés du profil. La séduction est une forme de persuasion qui vise à court-circuiter la conscience pour toucher directement l'inconscient. La raison en est simple.
Nous sommes bombardés de stimuli qui se disputent notre attention. La plupart de leurs messages sont évidents, manifestement politiques et manipulateurs, et il est rare qu'ils nous charment ou nous trompent. Nous sommes devenus de plus en plus cyniques. Essayez de convaincre quelqu'un en faisant appel à sa conscience, en exprimant clairement votre demande, en abattant vos cartes, et quel accueil recevrez-vous? Vous ne serez pour lui qu'un importun de plus à faire taire. Pour éviter cette fatalité, apprenez l'art de l'insinuation. Touchez l'inconscient. L'expression la plus éloquente de l'inconscient est le rêve, qui est intimement lié au mythe. Quand on s'éveille d'un rêve, on reste souvent hanté par ces images et messages ambigus. Les rêves, mélange de réalité et d'imaginaire, nous obsèdent. Ils sont peuplés de personnages véritables, souvent aux prises avec des situations vraisemblables, mais ils restent délicieusement irrationnels, déformant la réalité jusqu'au délire. Si tout était réaliste dans le rêve, celui-ci serait sans pouvoir sur nous. Si tout y était imaginaire, nous nous sentirions moins concernés par les plaisirs et les peurs qu'ils traduisent. C'est la fusion des deux qui le rend obsédant. L'inquiétante étrangeté de Freud. Quelque chose d'à la fois bizarre et familier. Nous avons parfois connu cette inquiétante étrangeté dans notre vie réelle. Une impression de déjà-vu, une coïncidence miraculeuse, un événement bizarre qu'il nous semble avoir vécu jadis dans notre enfance. Certaines personnes possèdent également cette propriété. Les gestes, les mots, l'allure des Kennedy ou des Andy Warhol évoquent à la fois la réalité et l'irréalité. À notre insu peut-être. Et comment le saurions-nous? Ils sont pour nous des figures de rêve. Ils possèdent des qualités certes réelles, sincérité, humour, sensualité, pourtant leur air distant, leur supériorité et leur caractère presque surhumain donnent l'impression qu'ils sont tout droit sortis d'un film. Ces personnages ont sur nous un effet obsessionnel. Que ce soit en public ou en privé, ils nous séduisent, nous donnent envie de les posséder à la fois physiquement et psychologiquement. Mais comment posséder un personnage de rêve, une star de cinéma ou une vedette politique, ou même les originaux à la Warhol que nous rencontrons? Cette possession impossible se transforme alors en obsession. Il hante nos pensées, nos rêves et nos fantasmes. Nous les imitons inconsciemment. Le psychologue Sándor Ferenczi appelle ce phénomène introjection. Cette autre personne fait partie de notre moi. Nous absorbons sa personnalité. Tel est l'insidieux pouvoir de séduction de la star. Un pouvoir que vous pouvez vous approprier en vous faisant cryptogramme, mélange de rêve et de réalité. La plupart des gens sont d'une banalité affligeante. Ils sont beaucoup trop réels. Déréalisez-vous. Vos paroles et vos actes sembleront surgir de votre inconscient. Laissez-leur un certain flou. Restez dans la retenue, révélant comme par inadvertance tel trait de votre caractère pour que l'on se demande si l'on vous connaît vraiment. La star est une création du cinéma moderne. Cela n'est pas pour surprendre. Un film recrée un monde rêvé. On assiste à une séance de cinéma dans l'obscurité, dans un état de semi-somnolence. Les images sont réelles et, à des degrés divers, reproduisent des situations réalistes. Mais il ne s'agit que d'images éphémères projetées sur un écran. Nous savons que ce n'est pas la réalité. C'est un peu comme si nous assistions au rêve d'un autre. Voilà pourquoi c'est le cinéma et non le théâtre qui a créé la star. Sur une scène de théâtre, les acteurs sont loin de nous, perdus au-delà de la foule, et leur présence physique les rend par trop réels. Ce qui a permis au cinéma de créer les stars, c'est le gros plan, qui brusquement extrait les acteurs du contexte et leur fait occuper tout notre champ mental. Le gros plan semble révéler quelque chose, non du personnage que l'acteur joue, mais de la personne qu'il est dans la vie. Un gros plan du visage de Greta Garbo nous laisse entrevoir quelque chose d'intime de l'actrice en tant que femme. N'oubliez jamais ce point si vous décidez d'adopter le profil de la star. Il vous faudra d'abord acquérir une présence assez forte pour occuper le champ mental de votre cible, comme un gros plan occupe l'écran.
Votre style et votre présence devront vous démarquer de tout le monde. Soyez vague et évanescent, mais sans pour autant vous montrer distant ou absent. Il ne faut surtout pas que l'on soit empêché de vous saisir ou de se souvenir de vous. Au contraire, votre image doit demeurer dans l'esprit même lorsque vous avez quitté les lieux. Donnez-vous un visage impassible et mystérieux, celui de la star par excellence. Ainsi, vos admirateurs déchiffreront en vous ce qu'ils veulent. Ils seront libres de s'imaginer qu'ils y voient votre personnalité et même votre âme. Au lieu de manifester ses humeurs et ses émotions à tout va, de réagir et de surréagir, la star suscite l'interprétation. Tel est le pouvoir obsessionnel du visage de Greta Garbo, de Marlène Dietrich et même de John F. Kennedy, lequel cultivait délibérément une image à la James Dean. Un être vivant est dynamique, il change. Un objet ou une image sont passifs, mais par leur passivité même, ils stimulent les fantasmes. Une personne peut acquérir ce pouvoir en se faisant en quelque sorte objet. Le comte de Saint-Germain, grand charlatan du XVIIIe siècle, fut, à bien des égards, le précurseur des stars. Il apparaissait brusquement dans une ville. Nul ne savait d'où il venait. Il était polyglotte, mais son accent n'était pas celui d'un pays particulier. On ne pouvait pas lui donner d'âge. Il n'était certes pas jeune, même s'il avait le teint frais et juvénile. Le comte ne sortait que la nuit, toujours vêtu de noir, et portait des joyaux de prix. Quand il arriva à la cour de Louis XV, il fit sensation. Il respirait l'opulence, mais nul n'en connaissait la source. Il convainquit le roi et Madame de Pompadour qu'il possédait des pouvoirs paranormaux, notamment le don de transformer en or les matières viles. Mais il ne s'en vantait pas explicitement. Il procédait par insinuation. Il ne disait jamais ni oui ni non, seulement peut-être. Il s'asseyait à table, mais on ne le voyait jamais manger. Il fit un jour cadeau à la Pompadour d'une boîte de bonbons qui changeait de couleur et d'aspect suivant la façon dont elle les tenait. Ces objets insolites, observa-t-elle, lui rappelaient le comte de Saint-Germain lui-même. Le comte peignait des tableaux comme nul n'en avait jamais vu. Les couleurs étaient, paraît-il, tellement éclatantes que lorsqu'il peignait des bijoux, on les aurait pris pour des vrais. Certains peintres auraient donné n'importe quoi en échange de ces secrets, mais il ne les révéla jamais. Et puis, un beau jour, il disparaissait comme il était arrivé, discrètement, sans crier gare. Son plus grand admirateur fut Casanova, qui ne le rencontra qu'une fois, mais ne l'oublia jamais. Quand il trépassa, personne ne crut à sa mort. Des années, des décennies et même un siècle plus tard, le bruit courait encore qu'il se cachait quelque part. Une personne possédant des pouvoirs tels les siens ne meurt jamais. Le comte présentait toutes les caractéristiques de la star. Tout en lui était ambigu, ouvert à interprétation. Flamboyant et spectaculaire, dans une foule on ne voyait que lui. On le croyait immortel, comme la star qu'on ne voit ni vieillir ni disparaître. Son discours était à l'image de sa personne, passionnant, original, étrange et mystérieux. Voilà le pouvoir que vous pourrez acquérir en faisant de vous-même un scintillant objet séducteur. Andy Warhol, lui aussi, obsédait tous ceux qui le connaissaient. Il avait un style à lui, ses perruques argentées, un visage impassible et énigmatique. On ne savait jamais ce qu'il pensait. Tels ses tableaux, il était pure façade. Par la singularité de leurs personnages, Warhol et Saint-Germain rappellent les grands trompe-l'œil du XVIIe siècle ou les étranges gravures de M.C. Escher, œuvres fascinantes par leur mélange de réalisme et d'irréalité dont on se demande si elles sont vraies ou imaginaires. La star doit se démarquer, ce qui peut exiger un sens intuitif de la mise en scène, comme celui de Marlène Dietrich lors de ses apparitions dans des soirées. Mais quelques touches subtiles créent parfois un effet encore plus obsédant. Telle façon de tirer sur un fume-cigarette, telle inflexion de la voix, telle démarche étudiée. Les détails ont souvent un impact viscéral et font école.
la mèche de cheveux voilant l'œil droit de Veronica Lake, la voix de Cary Grant, le sourire en coin de J.F. Kennedy. Ces détails, enregistrés sans qu'on en ait vraiment conscience, peuvent susciter un attrait subliminal, de même que tel objet a la forme bizarre ou à la couleur peu commune. Curieusement, nous sommes inconsciemment attirés par certaines choses sans d'autre raison que leur aspect étrange. Les stars aiment défrayer la chronique. Apprenez à éveiller la curiosité des gens en leur laissant entrevoir un pan de votre vie privée ou de votre personnalité qui leur paraissent intimes. Faites-les fantasmer, projetez-les dans l'imaginaire. Un soupçon de spiritualité peut ainsi se révéler diaboliquement séduisant. Par exemple, l'intérêt que portait James Dean à la philosophie orientale et aux sciences occultes. De même, une pincée de bonté ou de grandeur d'âme. Les stars sont comme les dieux de l'Olympe. Elles ne vivent que pour l'amour et le jeu. Ce que vous aimez, gens, animaux, violons d'Ingres, révélera le genre de beauté morale que les gens se plaisent à voir chez une star. Exploitez ce désir en dévoilant de courtes scènes de votre vie privée, les causes que vous défendez, l'identité de votre amant ou maîtresse du moment. Autre outil de séduction de la star, nous permettre de s'identifier à elle en nous donnant un frisson par procuration. Ainsi Kennedy dans sa conférence de presse. En prenant la posture d'un homme jeune, victime d'un homme plus âgé, un rôle corroboré par le succès des films hollywoodiens cités plus haut, il évoquait un archétype, le conflit des générations. Les jeunes s'identifièrent à lui. Incarner un archétype est fondamental. Jean-Paul Belmondo représentait le casse-cou au grand cœur, Cary Grant l'aristocrate raffiné. Ceux qui se reconnaissent dans votre type vous tourneront autour comme les planètes autour du soleil, s'identifieront à vous, partageront vos joies et vos peines. L'attrait doit être inconscient, suggéré non par vos paroles mais par votre pose, vos attitudes. Aujourd'hui, plus que jamais, les gens manquent de sûreté de soi, et leur propre identité leur échappe. Il suffit que vous les aidiez à se définir un rôle à jouer dans la vie pour qu'ils vous assiègent, avides de s'identifier à vous. Offrez-leur un modèle spectaculaire, facile à remarquer et à imiter, et vous disposerez d'un insidieux pouvoir d'action sur le moi des autres. Ne l'oubliez pas. Le monde est un théâtre où chacun est acteur. Les gens ne savent jamais exactement ce que vous pensez ni ce que vous ressentez. On vous juge sur les apparences. Vous aussi, vous êtes un acteur. Et les meilleurs acteurs sont intérieurement détachés. À l'instar de Marlène Dietrich, ils peuvent modifier leur présence physique comme s'ils se percevaient de l'extérieur. Et cette distanciation hypnotise. Les stars jouent avec leur propre personnalité. Elles adaptent leur image à leur époque. Rien n'est plus ridicule qu'une mode tombée en désuétude. Les stars sont condamnées à polir sans cesse leur image, sous peine d'affronter le pire des destins, l'oubli. Le symbole de la star est l'idole. Ce bloc de pierre sculpté à l'effigie d'un dieu, rutilante d'or et de pierreries, ce sont les yeux de ses adorateurs qui lui donnent vie et lui confèrent ses prétendus pouvoirs. Sa forme évoque à leurs yeux ce qu'ils veulent voir, une divinité, alors que ce n'est qu'une pierre. Le Dieu ne vit que dans leur imagination. Les dangers. La star crée une illusion, une vision agréable. Le danger est que ses adorateurs s'en lassent, que l'illusion cesse de les hypnotiser et qu'ils se tournent vers une autre idole. Si vous tombez de votre ciel, il vous sera très difficile de reprendre votre place dans la galaxie. Il faut à tout prix que tous gardent les yeux fixés sur vous. Ne vous souciez pas de votre réputation, que les éventuelles calomnies vous laissent de marbre. On pardonne tout ou presque aux stars. Après la mort du président Kennedy, toutes sortes de vérités déplaisantes furent révélées sur son compte. Ses liaisons amoureuses à répétition, son goût invétéré du risque. Rien de tout cela ne porta atteinte à sa séduction. Aujourd'hui encore,
les Américains le considèrent comme l'un de leurs plus grands présidents. Errol Flynn eut à affronter plus d'un scandale, dont une accusation de viol. Cela ne fit que donner du relief à son image canaille. Dès lors qu'une star est consacrée, toute publicité, même diffamatoire, nourrit le mythe. Évidemment, il ne faut pas aller trop loin. La star est censée être d'une beauté transcendante, et un excès de fragilité humaine finira par décevoir. Cependant, les scandales sont moins à redouter qu'une absence prolongée des médias. Comment habiter les rêves du public si on ne vous voit jamais? Pas question pour autant de devenir trop familier, de cesser de surprendre. On vous tournera promptement le dos si vous avez le malheur d'ennuyer, le crime social le plus impardonnable. Le pire danger qui menace la star est peut-être l'attention même qu'elle suscite. Être un tel point de mire peut finir par déstabiliser, ou pire. N'importe quelle jolie femme peut l'attester, subir l'attention incessante des autres épuise, voire détruit. Voir la vie de Marilyn Monroe. La solution est de se distancier profondément de soi-même, comme Marlène Dietrich. Accueillir les hommages avec une pincée de sel et garder ses distances. Ne prenez pas votre image trop au sérieux. Et, surtout, laissez aux autres leur obsession.